Bonsoir et bienvenue dans notre troisième webinaire consacré à l'éco-gestion. Sachez que les deux premiers webinaires sont disponibles sur notre site internet et je vous indiquerai le lien dans l'onglet discussion si vous le souhaitez. Je remercie Michel Camus ce soir qui va nous dispenser cette séance de cours et répondre à vos questions que vous poserez dans l'onglet discussion. Quelques mots de présentation. Michel Camus forme les diététiciens à l'épreuve d'économie-gestion depuis plus de 20 ans. Il a rédigé de multiples ouvrages pédagogiques, notamment 2 livres d'économie-gestion pour la préparation au BTS diététique, un livre d'exercices et d'annales qui est paru en mars dernier, un manuel de cours qui sort cette semaine et que vous pouvez commander dès à présent. Celui-ci est conforme au nouveau référentiel officiel du BTS diététique et comprend notamment la gestion numérique des entreprises, la responsabilité sociétale des entreprises, la cybersécurité, le contrat administratif et le statut des fonctionnaires. Et il y a aussi une rubrique consacrée à la communication. Voilà, je remercie Michel pour son intervention. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Michel, c'est à vous. Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai calculé, vous passerez votre épreuve d'éco-gestion dans exactement 50 jours. Et en préliminaire du petit cours que je voulais vous faire sur le bilan, je voulais en profiter pour vous donner quelques recommandations, quelques conseils pour sécuriser votre copie dans 50 jours. Donc, j'ai pensé à faire trois petits points sur ces conseils pour sécuriser votre copie, un petit topo sur le taux d'accroissement, un autre sur le passage d'un montant TTC à un montant hors taxe et un petit avertissement sur les difficultés de compréhension que vous pouvez avoir en lisant le sujet. Donc, on va démarrer sur le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, c'est extrêmement simple. On sait le décrire très, très rapidement. On a une donnée qui va évoluer sur une période de temps, sur deux étapes. Et on va le rapporter en pourcentage. La formule est extrêmement simple à trouver. Je vous la donne tout de suite. C'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ sur valeur de départ multipliée par 100. Alors, le problème, quand on passe son examen, on est stressé, on ne sait plus comment on fait sa division. Je vous donne un conseil simple. Vous allez prendre dans votre tête une évolution très simple. Une donnée un résultat passe de 100 à 120. 100 à 120. Donc, sans besoin de faire de calcul, on sait qu'il y a une augmentation de 20%. Pour qu'il y ait une augmentation de 20%, il faut partir sur la valeur d'arrivée. 120 moins 100. Donc, ça fait 20 divisé par 100 et vous avez votre pourcentage. Bien. Je vous ai mis dans le diaporama quelques exemples par rapport aux chiffres du bilan que je vais vous donner tout à l'heure. Alors, pourquoi je vous donne ce taux d'accroissement immédiatement? Parce que dans les sujets de BTS, on peut vous le demander. La dernière fois où on a demandé le taux d'accroissement, c'est en 2018. C'était tout simplement un bilan, comme le bilan que je vais vous présenter tout à l'heure, et on demandait des évolutions. Taux d'accroissement égale taux d'évolution. C'est synonyme. Quelle que soit la formule que vous avez dans le sujet, ce sera la même chose. Donc, c'est en général des questions qui sont posées très tôt, et donc le correcteur va entrer dans votre copie, en tout cas dans la partie en question, et vous répondez, c'est bien, c'est une bonne impression. Vous échouez déjà sur ce taux décroissement, ça va poser des problèmes. Il y aura une sale ambiance dans la copie. Moi, j'ai corrigé des centaines de copies au BTS diététique. Bon, ça, c'est l'aspect, on va dire, technique, calcul. Hyper important.
il faut savoir utiliser le taux d'accroissement ou le taux d'évolution ailleurs que dans les calculs. Vous avez quasiment la moitié des points au BTS, éco-gestion, sur la mercatique. La mercatique, vous allez avoir 3-4 documents pour faire une étude de marché. L'étude de marché, on va vous dire la consommation, on est passé de 1 million de consommateurs de sans gluten à 3 millions de consommateurs de sans gluten. Bon, vous devez faire une synthèse. La synthèse, tout simplement, ça va être de calculer le taux d'accroissement et de le mettre dans votre copie. Vous créez une valeur ajoutée immédiate, fantastique. Et d'ailleurs, c'est un conseil général. Vous êtes au bout de 2 ans d'études, vous apprenez des ratios, vous apprenez à faire des indices. Lorsqu'on vous pose la question technique, vous répondez, mais vous ne savez pas utiliser ces outils, ou vous le faites assez peu, spontanément. Je vous assure que vous faites votre étude de marché, vous collectez, au lieu de collecter et d'additionner 2 montants dans votre réponse de mercatique, vous mettez immédiatement le taux d'accroissement, ça y est, c'est gagné, et vous entrez dans une bonne ambiance avec le correcteur. Je vous rappelle que le correcteur, enfin je vous signale que le correcteur, il sait que vous ne passez pas un BTS compte-à-gestion, vous passez un BTS diététique. Ce qu'il veut, c'est que vous soyez plein de bonne volonté. Il va accepter un certain nombre d'à peu près, mais il veut que vous entriez dans sa matière. Lui, il aime l'éco-gestion. Donc, vous allez lui montrer, avec ce petit taux d'accroissement, spontanément, que vous êtes dans le coup. Voilà, bon, ça c'est donc le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est la question du passage d'un taux du TTC au hors taxe. Alors, il y a un piège, mais qui est énorme, qui est créé par un certain nombre de concepteurs de sujets, c'est vous faire calculer un tableau d'amortissement, faire un tableau d'amortissement en partant d'un prix d'acquisition TTC. Or, vous savez que lorsque on fait un tableau d'amortissement comptable, et lorsqu'on fait de la comptabilité, on est toujours hors taxe, car la TVA est récupérable pour les entreprises, de l'entreprise individuelle jusqu'à la société anonyme. Donc, le petit souci, c'est qu'on va vous dire de faire un tableau d'accroissement, un tableau d'amortissement avec un prix d'acquisition qui est donné TTC. Ça y est, c'est perdu. Vous faites un très beau tableau avec votre prix d'acquisition TTC, tout est faux, tout est faux, il y a 20% de trop. Il faut donc d'abord avoir le réflexe de dire attention, il me donne un TTC, je passe en hors taxe, et bien entendu, il faut savoir le faire. Alors, donc, on va aller donc, sur un autre passage du diaporama. Comment passer d'un montant TTC à un montant hors taxe? Alors, vous allez tout simplement diviser le montant TTC par 1 plus taux. Bon, je vais vous donner un exemple encore plus simple que celui qui est dans le diaporama. Imaginons que vous avez acquis un matériel 1200 € TTC. 1200 € TTC. Donc, vous devez faire un amortissement comptable de cet équipement. Il faut donc le ramener au hors taxe. Vous allez diviser 1200 par 1 plus taux, 1 plus 20%, c'est-à-dire 1 plus 0,2, et donc 1,2. 1200 divisé par 1,2 égale 1000. Et à partir de ce 1000, vous pourrez faire votre tableau d'amortissement. Attention à l'erreur que font beaucoup d'étudiants. Donc déjà, vous vous dites, oui, c'est du TTC, j'ai compris, je veux passer au hors taxe, mais moi, je vais vous dire peut-être pas loin de 50% des étudiants, pas loin de 50% des étudiants vont vont faire le hors taxe en disant, je vais faire 1200 multiplié par 20%. Si vous faites 1200 multiplié par 20%, vous allez trouver une TVA de 240. Et donc, vous allez avoir un montant hors taxe de 960. Donc, si vous appliquez le taux de TVA et que vous voulez l'enlever du TTC, c'est faux. C'est faux.
Donc, vous allez faire TTC divisé par 1 plus taux et vous tombez sur un montant initial correct. Bon, vous avez un autre exemple dans le diaporama avec un taux à 5,5%. Pour mémoire, sur les taux de TVA comme les taux d'impôt, les taux d'IS, les sujets les donnent toujours. Donc, ne vous embêtez pas. Bon, c'est utile de retenir les taux de TVA, mais dans les calculs, ils vous seront donnés. Ou alors, c'est un peu plus vicieux, ils vous diront, mine de rien, dans le sujet, on a un taux de TVA normal. Alors, de toute façon, le taux de TVA normal, c'est 20%. Bon. Après, le taux intermédiaire de 10%, ils vous diront 10%. Le taux réduit, c'est 5,5%. Le taux super réduit, c'est 2,1%. Bien. Alors, je profite de l'occasion du passage du TTC à hors taxe pour en fait vous dire que la formule qui est montant TTC divisé par 1 plus taux, vous pouvez l'utiliser pour tout calcul consistant à passer d'un montant final augmenté à un montant initial. Quand on a une TVA, le montant TTC, c'est le montant initial plus la TVA. Donc, le TTC est un montant augmenté. Tous les montants augmentés que vous avez, si vous avez besoin de descendre au montant initial, vous divisez par 1 plus taux d'augmentation. Le taux d'augmentation. Bon, je prends l'exemple d'un prix de vente qui a été effectivement calculé à partir d'un prix d'achat d'une marchandise plus le taux de marge. Donc, le prix de vente, c'est le prix d'achat plus le prix de vente. Donc, c'est exactement la même chose. Vous allez prendre le prix de vente et vous le divisez par 1 plus taux d'augmentation, c'est-à-dire le taux de marge qui vous a fait passer du taux normal, du taux initial au taux final, au montant final. D'accord? Donc, je dois connaître un montant initial alors que j'ai un montant final augmenté. Je divise le montant final augmenté par 1 plus taux d'augmentation. Puisqu'on est sur ce genre de petite plaisanterie, si c'est l'inverse et que vous avez un montant final qui est diminué. Par exemple, un prix d'un bien qui a bénéficié d'une remise, d'un rabais, d'une ristourne. Eh bien, dans ce cas-là, pour retrouver le montant initial, donc sans la remise, sans la ristourne, sans l'escompte, autant de termes qui vous sont sympathiques, eh bien, vous divisez le montant final augmenté, le montant final diminué par 1 moins taux. Donc, vous avez ce petit moyen mnémotechnique que je vous ai mis en bas là du diaporama. Quand j'ai un montant final augmenté, pour trouver le montant initial, je divise par 1 plus taux augmenté plus taux. Quand j'ai un montant final diminué, je divise par 1 moins taux. Bon, je pense que les choses sont assez simples quand on voit les choses comme cela. Bien, dernier point que je voulais voir pour sécuriser la copie, c'est l'avertissement qui est présent dans toutes les pages liminaires, la première page de votre sujet d'examen. Donc, dans tous les sujets d'examen, depuis, on a été gentil tout à l'heure en disant que je faisais le BTS diététique depuis 20 ans, bon, peut-être un tout petit peu plus. Dans tous les sujets, vous avez cet avertissement que je vous ai mis dans le diaporama. Si le texte du sujet, de ces questions ou de ces annexes, vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de là ou les mentionner explicitement dans votre copie. Alors, vous savez, les professeurs de gestion, nous sommes des gens un peu compliqués. On essaye effectivement d'être pédagogue, mais on a nos méthodes, on a nos différents dispositifs. Et il est possible, vous voyez, tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé du taux d'accroissement, alors qu'on parle plus volontiers maintenant du taux d'évolution. Voilà. Ben moi,
Bon, c'est une habitude, je parle de taux d'accroissement, même si j'aboutis à un résultat négatif, c'est un taux d'accroissement. Et donc, vous pouvez tomber sur une terminologie dans le sujet, sur une formule que vous ne saisissez pas trop. Dans ce cas-là, pas de panique. Vous avez un doute, eh bien, vous le levez, vous ne vous adressez pas exactement, directement au correcteur de la copie, de façon assez neutre, vous allez dire, nous allons prendre l'hypothèse que le taux d'accroissement est ce que l'on appelle le taux d'évolution. C'est extrêmement utile d'avoir cette sécurité. Vous pouvez être bloqué en vous disant, mais je n'ose pas, je ne comprends pas, c'est du 50-50. Eh bien, pas de problème. Vous prenez une option, vous donnez l'option que vous choisissez. Il ne faut pas qu'elle soit stupide, mais comme je vous l'ai dit, le correcteur, il sait que vous n'êtes pas des comptables, vous ne passez pas le BTS compta-gestion. Il va déjà être très satisfait de voir que voilà, vous expliquez que vous comprenez le sujet comme cela. Donc, voilà, n'hésitez pas, cet avertissement n'est pas pour des prunes, il est pour des étudiants qui finalement sont motivés. Je termine mes conseils et après on passe dans notre cher bilan. Si vous êtes à peu près persuadé que vos calculs sont faux, hein, bon, voilà. En général, hein, le schéma d'une partie au BTS, on vous fait faire des calculs et après on vous demande de comparer, d'expliquer, de conclure, et vous sentez que c'est très mal parti. Bon, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires de la diététicienne qui vient d'avoir son BTS. Vous dites, attention, c'est peut-être pas 1 milliard, c'est peut-être pas 1 milliard d'euros. Dans ce cas-là, vous allez mettre une phrase très simple. Le résultat n'apparaît pas cohérent. Le résultat n'apparaît pas cohérent. C'est-à-dire que vous dites au correcteur, oui, je sens que c'est pas bon. Je sens que c'est pas bon. Vous lui dites pas, je me suis trompé. Vous lui dites, le résultat n'apparaît pas cohérent. Et à partir de là, vous continuez avec vos chiffres. Vous continuez avec. La petite phrase vous permet de dire, bon, si vous voulez bien, nous allons mettre ça entre parenthèses. Maintenant, je vais faire le commentaire. Je vais conclure en fonction de ces chiffres. Et vous concluez avec ces chiffres-là. Vous faites les comparaisons. Évidemment, c'est sur des chiffres faux, mais le raisonnement peut être tout à fait bon. Et là, vous allez grappiller des points. Il n'y a absolument aucun problème. J'ai corrigé des centaines de copies de BTS diététique. C'est l'esprit dans lequel on se trouve. Voilà, les correcteurs sont ensemble dans la salle et bon, ils vont éventuellement dire, ah bah voilà, regardez, là, j'ai un étudiant qui, d'abord se rend compte que son résultat n'est pas très bon, mais qui me donne une analyse qui est, qui tient la route par rapport à ces chiffres. Voilà, bon, j'ai été un petit peu rapide, hein, je ne voulais pas enlever trop de temps sur l'analyse du bilan qui va suivre. Bien. Alors, merci Michel. Oui. Merci Michel. On va passer à une petite séance de questions-réponses. D'accord. Donc là, n'hésitez pas, c'est le moment si vous souhaitez poser vos questions dans l'onglet discussion. Michel, j'ai déjà une première question pour vous de Clarisse qui vous demande, donc suite au nouveau référentiel, pouvez-vous nous dire comment va s'articuler l'épreuve? Bien, alors Clarisse, il ne faut surtout pas se dire le nouveau référentiel est une catastrophe. On va rester, à mon avis, sur un schéma extrêmement classique. Le référentiel n'a pas énormément changé. Hein. On a simplement axé certains thèmes ont été développés. Ils étaient esquissés dans l'ancien référentiel. Donc, Nathalie l'a évoqué tout à l'heure, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, c'est l'impact du numérique dans les organisations, donc soit sur la mercatique, soit par exemple, bon, moi je verrais bien
ressources humaines, fichiers de personnel, et donc on introduit la réglementation générale sur la protection des données. Bon, rien de bien méchant. Donc, on va rester, à mon avis, dans le schéma habituel, 3 ou 4 parties, une grosse partie de gestion, hein, bon, c'est la moitié des points. Et là, c'est plutôt plus facile, puisqu'il y a a priori un certain nombre de calculs qu'on ne vous demandera plus. Par exemple, l'amortissement dégressif n'est plus formellement dans le programme, donc que de l'amortissement linéaire. Donc ça ne bougera pas. Il n'y a rien de plus en gestion. Rien de plus. Rien de plus. Après, vous aurez une question de mercatique. Il y a tous les ans maintenant une question dite de mercatique. Alors, moi, ce que je pense, c'est que très vite, ou cette année ou l'année prochaine, on aura une mercatique non marchande. On a eu un sujet il y a quelques années sur le tri des déchets dans une cantine scolaire. Je pense que là, puisque vraiment ils insistent assez lourdement dans le nouveau référentiel sur la responsabilité sociétale des entreprises, peut-être y aura-t-il une campagne à organiser pour une entreprise d'agroalimentaire qui promeut une alimentation saine, qui améliore la traçabilité, etc., etc. Donc, je pense qu'on pourrait avoir une mercatique non marchande. C'est déjà tombé, et donc, à plus forte raison, avec donc un axe assez important sur l'éthique, sur le nouveau référentiel. Sur le droit, il y a toujours une question de droit, toujours. Donc là, effectivement, il va falloir réfléchir aux ordonnances Macron de 2017, hein, la réforme de droit du travail. Encore une fois, je pense aussi à une gestion de fichiers, du personnel, bon, en respectant effectivement le règlement général de la protection des données. Vous pouvez peut-être avoir une question par rapport au contrat sur la réforme du contrat et la réforme de l'organisation juridictionnelle en France, hein, réforme du contrat 2016, réforme de l'organisation juridictionnelle donc 2019-2020. Voilà, je le dis souvent cette année à mes étudiants, surtout, ne me sortez pas du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance. On n'a maintenant qu'un tribunal judiciaire. Là, vous sortez un tribunal de grande instance, ça y est, vous êtes catalogué, vous n'avez pas actualisé le cours. Voilà, donc Clarisse, sur la gestion, ça ne bouge pas. Après, il faut s'attendre effectivement à une actualité. Tout petit détail par rapport à ça, à chaque fois qu'il y a une évolution législative significative, je pense à l'EIRL en 2010, je pense à la rupture conventionnelle. Le mois de juin suivant, vous avez eu un sujet au BTS Diététique dessus. Voilà. Donc là, effectivement, la réforme du contrat, hein, on insiste absolument sur le devoir d'information, le devoir d'information du contractant, le devoir de bonne foi, la bonne foi, et mon tribunal judiciaire, c'est le nôtre, le tribunal judiciaire qui remplace le TGI. Donc attention, effectivement, à ces réformes, ça tombe toujours au mois de juin suivant. Donc préparez-vous. Merci Michel. J'ai une autre question de la part de Swad qui me dit qu'elle est en première année et qu'elle trouve les cours très denses, beaucoup de définitions, beaucoup d'articles de loi. Et elle vous demande si vous avez une astuce pour synthétiser toutes ces connaissances. Alors sur les articles de loi, bon, là, c'est pareil, il ne faut pas paniquer, vous ne passez pas le barreau, hein, vous n'êtes pas en licence de droit. Donc, on sait que vous n'êtes pas une juriste qui prépare le concours d'avocat, le concours de l'ENM ou qui fait une licence en droit. Donc, vous n'avez pas à utiliser les numéros d'articles. Éventuellement, si c'est utile pour votre développement, pour votre analyse, ils vous donneront en annexe le texte des articles un peu compliqués. Bon, droit du consommateur, par exemple, bon, sur les garanties. Donc, c'est tombé il y a quelques années. Donc, on ne vous demandera jamais en droit une définition par cœur. Oui, en mercatique, vous pouvez avoir des définitions à donner. Qu'est-ce que c'est qu'un segment ? Qu'est-ce que c'est qu'une zone de chalandise? C'est quoi une fidélisation? Oui. En droit,
vous n'êtes pas des purs juristes, vous me direz, bah, vous n'êtes pas des mercaticiens, mais bon, effectivement, tout le monde essaye toujours de vendre sa petite entreprise, hein, même si on est diététicien. Donc, je dirais, surtout, n'encombrez pas votre cerveau d'énormément de définitions, hein. En mercatique, oui. En gestion, oui. En droit, non. Ça, c'est mon premier conseil. Maintenant, effectivement, la rigueur du vocabulaire est importante, hein. Donc, tribunal judiciaire, pas tribunal de grande instance. On a plusieurs fois demandé à décomposer un contrat de travail. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail? Ben, c'est un contrat donc à durée déterminée ou indéterminée. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est un contrat à exécution successive, hein, vous voyez. Bon, donc là, effectivement, faut être précis dans les termes, mais pas de définition, hein. Vraiment, rassurez-vous, n'encombrez pas votre cerveau de 50 ou 100 définitions. C'est inutile, en tout cas en droit. Ok, Michel. Et en gestion, en économie-gestion, donc Clarisse demande s'il y a des formules essentielles à connaître. Alors, Clarisse, la plupart des formules sont données au BTS diététique. Il faut bien que vous compreniez que depuis un peu moins de 10 ans, on est sur des nouvelles formules. Il fallait tout savoir. Maintenant, il s'adresse davantage à votre intelligence qu'à votre mémoire. Donc, les formules sont données au BTS dans le sujet. Alors, effectivement, ce que je vous renvoie à l'avertissement. Si ce n'est pas la formule que vous avez apprise, eh bien, vous dites « j'utilise cette formule ». Bien. Évidemment, il peut y avoir, c'est rarissime, je vais vous les donner, il peut y avoir une ou deux formules qui ne seront jamais données parce qu'ils estiment que c'est vraiment le b.a.-ba. Donc, l'annuité d'emprunt, hein, pour pouvoir faire un tableau d'amortissement d'emprunt, si c'est un amortissement d'emprunt par annuité constante, il faut que vous puissiez trouver le montant de l'annuité constante. Et si vous ne l'avez pas, je ne vais pas utiliser un terme très vulgaire, mais bon, c'est embêtant. Alors, donc, voyons, on va voir si le prof, comme ça, peut sortir la formule de l'annuité constante. C'est le capital emprunté multiplié par, au numérateur, le taux d'intérêt et au dénominateur 1 moins, entre parenthèses, 1 plus taux d'intérêt puissance moins n, c'est-à-dire le nombre d'années de l'emprunt. Bon, de toute façon, vous trouvez cette formulation partout. Et donc, le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, évidemment, là, ils ne vous le donneront pas. Hein, ils ne vous le donneront pas. C'est a priori simple. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'après, toutes les autres formules vous seront communiquées. Très bien, Michel, c'est clair. On a compris donc les formules vraiment à bien mémoriser. On peut passer au point suivant si vous le souhaitez. Voilà, on va passer donc au point suivant. Donc, je vous invite à regarder ces deux petits bilans que je vous communique. Alors, les deux bilans que j'ai mis dans le diaporama, c'est des bilans qui sont tombés donc dans un BTS diététique. Très élaboré, hein, c'est les bilans les plus élaborés que j'ai vus dans un BTS diététique et donc je le fournis régulièrement à mes étudiants pour leur dire voilà, bon, si vous vous débrouillez avec ce bilan-là, bah, vous savez tout faire. Alors, vous pourriez, chers tous, vous pourriez regarder effectivement ces deux bilans. Vous avez un bilan de 2012 et un bilan de 2013. D'abord le bilan comptable et juste en dessous le bilan fonctionnel, hein, qui vous permet, vous le savez, d'analyser le bilan, faire de la comptabilité analytique,
Et donc de calculer le fonds de roulement net global, le BFR, le besoin de fonds de roulement, et la trésorerie nette. Donc, je pourrais vous laisser regarder une petite minute pendant que je fais une présentation globale, le bilan de 2012 et le bilan de 2013. Peut-être simplement concentrez-vous sur le 2012, hein, on verra le 2013 après, et voir si vous êtes à l'aise, d'une part avec la compréhension de ce bilan, et deuxièmement, si vous voyez à peu près comment on passe au bilan fonctionnel, hein, qui est juste en dessous. Donc, quelle est la différence entre un bilan comptable et un bilan fonctionnel? Bon, je vous le rappelle, hein, je suis là pour effectivement rappeler les choses évidentes. Donc, vous voyez que le bilan fonctionnel est synthétique, hein, vous n'avez que 4 lignes, hein, 4 lignes. C'est interdit d'en faire plus, puisque chaque ligne est une synthèse des différentes rubriques, des lignes plus importantes qui sont dans le bilan comptable. Bien, les ressources stables, donc je vois 439 910. Comment j'ai trouvé les ressources stables? Eh bien, vous regardez dans le bilan comptable, donc le total 1, les capitaux propres, hein, donc 129 490. Vous ajoutez les emprunts et dettes financières, 61 120. Mais justement, chers amis, cette ligne emprunt dette financière a un astérisque, vous voyez, il y a un renvoi et on vous dit don concours bancaire 530. Donc là, je présente souvent ce bilan parce qu'il avait un piège assez grossier, mais si vous tombiez dedans, c'était très embêtant. Les emprunts et dettes financières sont des emprunts bancaires, donc souscrits auprès d'une banque, en général à long terme. Donc, c'est des ressources long terme, mais dans ces 61 120, il faut enlever les 530 qui sont en fait du découvert, hein, des facilités de caisse qu'offre la banque. Et donc, si on vous demande donc de calculer des ressources stables, hein, c'est comme les capitaux permanents du bilan comptable, hein, je pense que vous devez quand même me comprendre à 50 jours de l'examen, j'additionne les capitaux propres, plus donc les emprunts et dettes fi, mais dont j'enlève les concours bancaires. Hein. Faites très attention à ça. Hein. 530, c'est une dette court terme qui est mélangée avec des dettes long terme. Donc, pour trouver toujours mes ressources stables, j'ai mes donc 129 490, mes capitaux propres, plus 61 120, entre parenthèses, moins 530, et c'est la nouveauté du bilan fonctionnel. On ajoute l'amortissement et la provision qui passe de l'actif du bilan comptable aux ressources, en d'autres termes, aux passifs du bilan fonctionnel. Hein, ressources stables, donc capitaux propres, plus emprunt long terme, plus l'amortissement et les provisions qui passent, si je puis dire, de gauche à droite, hein, des emplois vers les ressources. Donc 439 910. Les passifs circulants, hein, on dit les passifs circulants, ben c'est les dettes court terme du bilan comptable. Donc 119 850, c'est tout simplement les dettes d'exploitation plus les dettes diverses. Voilà, donc, mais sur une seule ligne, vous voyez, synthèse, hein, vous voyez, les ressources stables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai synthétisé 6 lignes, passif circulant, j'ai synthétisé 2 lignes, et trésorerie du passif, c'est donc les concours bancaires, donc votre autorisation de découvert qui a été utilisée, donc 530. Vous additionnez le tout et vous avez donc la somme des ressources. Après, du côté des emplois, hein, bon, entre guillemets de l'actif, hein, vous savez que passif, actif sont des termes du bilan comptable, ressources, emploi sont des termes du bilan fonctionnel. Alors, les emplois stables, eh bien, c'est les immobilisations du bilan comptable, mais valorisées à leur valeur brute, à leur valeur d'acquisition.
D'accord? Donc, 440 180, vous voyez, c'est le total 1 de l'actif comptable, 440 180, c'est donc la valeur de vos immobilisations, dont on ne déduit pas l'amortissement et les provisions. Les actifs circulants, c'est tout ce que vous possédez à court terme, sauf les disponibilités. Donc, c'est les stocks et les encours, les créances d'exploitation et les créances diverses. Là aussi, 3 rubriques qui n'en deviennent plus qu'une, les actifs circulants. Enfin, la trésorerie de l'actif, ce sont les disponibilités. Disponibilité, c'est la monnaie que vous avez à disposition immédiatement. Immédiatement. Donc, c'est ce que vous avez en caisse et ce que vous avez dans vos comptes créditeurs de banque. Alors, évidemment, c'est assez original. En 2012, c'est assez original. C'est un peu bêta, donc ça sera remarqué dans votre commentaire. Voilà une entreprise qui a 10 920 € de disponibilité, mais qui en même temps a un découvert de 530. Donc, elle a des comptes en banque et il y a un compte qui était en découvert alors qu'elle a 10 920 €. Voilà, c'est les petites choses qu'il faut repérer. Voilà, effectivement, pour commenter ce qui se passe en 2012. Bien. Alors, j'ai mon bilan fonctionnel et donc le bilan fonctionnel, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je vais utiliser les 3 grands outils. Je vais calculer les 3 grands outils, les 3 grands indicateurs de la comptabilité analytique. Le fonds de roulement net global, le BFR, besoin de fonds de roulement, et la trésorerie nette. Donc, je vous ai fait un petit schéma extrêmement rudimentaire, mais bon, on est là pour y aller au canon. Voilà. Donc, votre colonne ressources, votre colonne emploi. Pour calculer votre fonds de roulement net global, c'est les ressources stables moins les emplois stables. Ça, c'est le calcul du fonds de roulement net global. Alors, une fois que vous avez écrit ou dit fonds de roulement net global, vous avez le droit dans la copie de dire uniquement FR, fonds de roulement. Bon, ne le faites pas immédiatement, mais dites-le une fois que vous avez mis fonds de roulement net global, vous mettez FR. Donc, par ce qu'on appelle le haut de bilan, par le haut, c'est les ressources stables qui sont à droite, moins les emplois stables qui sont à gauche. Vous pouvez aussi utiliser la méthode par le bas de bilan. Dans ce cas-là, c'est actif circulant plus trésorerie de l'actif, moins passif circulant plus trésorerie du passif. Haut de bilan, c'est de droite à gauche, et bas de bilan, de gauche à droite. Bien. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant dans le fonds de roulement? Il faut un fonds de roulement positif. C'est indispensable. Il faut un roulement positif pour caractériser une bonne gestion. Qu'est-ce que ça veut dire, le fonds de roulement positif? Ça veut dire que les ressources stables, donc les capitaux propres plus l'endettement à long terme plus l'amortissement, c'est nettement supérieur, en tout cas c'est supérieur aux emplois stables. C'est-à-dire que les ressources stables non seulement financent, en d'autres termes, les immobilisations, mais également une partie des actifs d'exploitation. Voilà. C'est à cela que vous allez mesurer une très bonne gestion. Et là, regardez encore cet exemple que je trouve vraiment excellent de ce sujet du BTS diététique. Quand on regarde le bilan comptable de 2012, on voit qu'on a un bénéfice, un résultat net positif de 10 640. Ah, c'est bien. Je vois que j'ai des disponibilités de 10 920. C'est bien, j'ai des disponibilités. Et lorsque je regarde le bilan de 2013, mon résultat net a baissé, 9 720. Mes disponibilités ont baissé 5 100, de moitié. Et bien entendu, dans le sujet, il vous disait quel est le meilleur bilan. Est-ce que ça s'est dégradé ou ça s'est amélioré? Alors, l'étudiant un peu, qui n'a pas, bref, passons, qui a un peu de souci avec l'économie-gestion, il se dit, en 2013, le résultat net a baissé, les disponibilités ont baissé de moitié. Bon, on était mieux en 2012. Eh bien, c'est loupé. C'était un petit piège.
il faut donc regarder le fonds de roulement. Et le fonds de roulement, ben, je fais 439 910 moins 440 180. Donc, j'ai moins 270. Bon, mettons euros, mais ça peut être des kilos euros, hein, en 2012. Et lorsque je regarde mon fonds de roulement en 2013, 495 480 moins 459 180, j'ai un fonds de roulement qui est positif de 36 300. Donc, je pense qu'on vous l'a expliqué, mais je suis là donc à 50 jours pour vous rappeler un petit peu, les choses. Les montants dans les bilans comptables, on s'y perd, les interprétations sont difficiles. Si vous voulez quelque chose d'absolument incontestable, vous calculez le fonds de roulement. Le fonds de roulement doit être positif. Et si vous comparez deux bilans, le fonds de roulement, le meilleur bilan est celui où le fonds de roulement est plus important que l'autre, hein, où il a augmenté. Bien, voilà pour le fonds de roulement. C'est l'information capitale, hein. Alors, surtout les amis, faites gaffe. Un résultat net, ce n'est pas un indicateur très intéressant pour calculer, pour savoir si une entreprise fonctionne bien ou mal. Je vous rappelle, c'est comme les ménages. Est-ce que les ménages aiment déclarer beaucoup leurs revenus? Réponse, non. Est-ce que les entreprises aiment beaucoup déclarer leurs bénéfices? Réponse, non, parce qu'il y a un impôt dessus. Donc, on peut ponctuellement décider d'essayer de bricoler un résultat qui est un petit peu plus faible parce que je n'ai pas beaucoup de trésorerie pour payer mon IS. En revanche, avec le fonds de roulement, vous êtes sûr de vous, il n'y a pas d'interprétation. Le correcteur, il ne peut pas aller à l'encontre du fonds de roulement. Bien, deuxième élément, si on m'autorise 3 secondes, je ne sais pas. Oui, voilà, Michel, je m'excuse, mais voilà, c'est passionnant, franchement. Je vous laisse quand même terminer là, ce que vous étiez en train de démontrer. Et ensuite, il y aura une question, il y aura peut-être encore une ou deux, et puis ensuite, pas de souci. On va le BFR, vous le savez, c'est les actifs circulants, moins les passifs circulants. Attention, hein, les BFR, c'est est-ce que j'ai plus de créances que de dettes? Dans une entreprise, pas dans un ménage, ce n'est pas nécessairement intéressant d'avoir plus de créances que de dettes. C'est très intéressant quand on est une entreprise d'avoir des dettes sous forme de traite, sous forme de billets à ordre, de lettres de change, car lorsque une entreprise paye avec des lettres de change son fournisseur, c'est du crédit gratuit. C'est du crédit gratuit. Donc, avoir des dettes à 0%, c'est intéressant pour une entreprise. Donc, un BFR, le besoin de fonds de roulement, peut tout à fait être négatif. Je peux avoir plus de dettes que de créances si c'est des dettes à 0%. Bon, après, vous avez dû voir avec votre professeur que, bon, effectivement, ces dettes à 0% sont intéressantes. La trésorerie nette, dernier élément, je prends 30 secondes, trésorerie nette, effectivement, il faut une trésorerie nette, il faut avoir des réserves pour effectivement faire face à des circonstances même imprévues. Attention, elle ne doit pas non plus être trop importante. C'est pour ça, 5 100, c'est peut-être très bien par rapport à 10 900. D'abord, 10 900, on a dit, eh oh, ils ne sont pas bien. Ils laissent en plus ils laissent un découvert. Tandis qu'à 5 100, vous avez moins de trésorerie, de disponibilité, mais vous n'avez pas de découvert. Donc, c'est aussi bien. Donc, attention, trop de trésorerie, ça veut dire que l'argent n'est pas placé et donc on perd de l'argent. Voilà. Parfait, Michel. Il y a une question concernant donc le bilan, donc les numéros qui sont liés à l'intitulé. Par exemple, attendez, donnez-moi juste un petit instant. Fanny, qui nous donne l'exemple 326, c'est stock et en cours. Est-ce qu'il faut connaître par cœur ces numéros? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, pas du tout. Si vous devez avoir un exercice de comptabilité, ça devient rare. Bon, en 2020, on a eu un sujet avec un calcul de TVA, mais on n'a pas fait d'écriture comptable. Si vous devez avoir un sujet d'écriture comptable, les numéros des comptes seront donnés. C'est obligatoire. Donc,
vous embêtez pas avec ça. Maintenant, effectivement, bon, il y a des numéros 512, hein, c'est banque, 53, c'est caisse. Vous êtes un peu en pilotage automatique. Mais surtout, pareil, ne vous encombrez pas le cerveau avec les comptes. Et je rappelle que vous avez le droit d'avoir le plan comptable général accordéon, hein, le jour de l'examen. Vous l'amenez avec vous. En fait, c'est très simple. Si vous avez des écritures comptables, vous le gardez. Et vous avez le droit de l'utiliser. Attention, 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 si vous n'avez pas d'écriture comptable, il faut le planquer, enfin, il faut même l'enlever, parce qu'on pourrait vous reprocher d'avoir une information illégale. Donc, pas besoin de retenir les numéros de compte de la comptabilité. Merci Michel. Une dernière question, le fonds de roulement. Oui. Donc, Clarisse voulait la formule. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'ajoute au PowerPoint que nous allons vous envoyer par mail. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? On le rajoutera au PowerPoint. Oui, mais enfin, vous l'avez déjà, en fait, vous voyez, dans le schéma, c'est ressources stables moins emploi stable. Ou actif circulant plus trésorerie de l'actif, moins passif circulant plus trésorerie de l'actif. Quand on est en haut du bilan, c'est droite moins gauche, et en bas de bilan, gauche moins droite. Voilà, mais bon, on le remettra, il n'y a pas de souci. Ressources stables moins emploi stable. Parfait. Alors, je regarde, donc il n'y a plus de questions. Donc, un grand merci, Michel, pour cette intervention. C'était très clair et passionnant. Et donc, j'espère que les étudiants ont apprécié votre prestation. Voilà, on a des commentaires très positifs, donc c'est génial. Je voulais préciser donc aux participants que nous organisons aussi des stages intensifs de révision pour donc plutôt les deuxièmes années. Michel Camus interviendra en écogestion le 17 et 21 mai, donc en stage intensif, donc de 2 fois 3 heures. Donc, si vous êtes intéressé, nous vous enverrons les informations par mail pour vous inscrire. Voilà, merci beaucoup à tous et à bientôt. Fabienne, tu voulais peut-être dire un mot? Non. Merci beaucoup, Michel. Merci, Nathalie, pour cette animation. Voilà, on apprend beaucoup de choses et c'est beaucoup plus vivant que dans les livres. C'est très complémentaire. Et l'un avec l'autre, on suit au fur et à mesure pour dire « Ah oui, maintenant, je comprends mieux. » Donc, voilà, j'espère que les étudiants, effectivement, pourront avoir cette complémentarité utile. Voilà, merci beaucoup. Et bonne révision à tous les élèves. Et nous vous enverrons les liens vers les replays. Donc, Fatima me demande, effectivement, vous aurez tout cela, on vous enverra le lien vers notre site. Hein. En fait, c'est groupesantédiététique.fr et donc, vous trouverez. Et nous vous enverrons aussi les slides. Je réponds à Clarisse. Voilà. Michel, on va rester connectés tous les trois un petit moment. Hein. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. À bientôt peut-être pour d'autres webinaires. Bon courage. Voilà, le prochain, demain soir. Demain soir en diététique thérapeutique. Voilà. Et bon voilà, courage donc, pour les 50 derniers jours. 50 et encore derniers vous jours. inscrire. Et la semaine prochaine, deux autres webinaires. Donc, suivez-nous sur Facebook et regardez les informations aussi sur notre site internet.